Bonjour. Et voilà. Bonjour. Suzanne Couture, membre du comité organisateur de la Semaine des aînés. Quelques mots pour vous dire que cette Semaine des aînés est organisée par un comité organisateur issu de la table de consultation des aînés. Cette instance regroupe 20 partenaires qui travaillent à l'amélioration des conditions de vie de nos personnes aînées. Cette semaine nous a été rendue possible grâce à la participation financière de partenaires, la Ville de Val-d'Or, le député et ministre Pierre Dufour, la Foire du camionneur, la MRC de la Vallée de l'Or, la table de consultation des aînés de Val-d'Or, Taxibus, la promenade, l'AREC, le cinéma Capitole, la table régionale des aînés, la QDR et le CIS de la Témiscamingue. Un gros merci à nos partenaires. Et maintenant, je vous présente Paul-Antoine. Et aussi, en terminant, je vous invite aussi à participer à l'activité de cet après-midi, 14 h, à la forêt récréative. Merci et bonne conférence. Bien, merci, Suzanne. Bonjour tout le monde. J'aimerais ça qu'on fasse un test, juste pour le fun. Alors, j'aimerais ça qu'on lève tous la main. Alors, on s'en va dans le petit bonhomme réaction. Oui, c'est une façon, Gilles, bravo. Mais sinon, on peut se servir de ça ici. On lève toute la petite main. Ah, Jocelyne qui montre un pouce, c'est bien. Vous allez dans réaction en bas. Il y a un petit bonhomme qui sourit qui a un plus sur la tête. Là, il y a raise hand ou lower hand. Juste pour voir, s'assurer que ça fonctionne. Parce que ça se peut que je vous pose des questions pour le fun. Qui a, je ne sais pas moi, qui est né à Val-d'Or? On pourrait essayer ça. Qui est né à Val-d'Or? Gang. Donc, levez la main si vous êtes né à Val-d'Or. Voilà. On a Monique, Cynthia. Monique n'est pas née à Val-d'Or. Oh non. Oh, la menteuse! Je suis née en Gaspésie. Je ne suis pas né à Val-d'Or non plus. Fait qu'on a Michel, dans le fond, qui est né à Val-d'or. Michel de Simour. C'est tout. Michel. Ça montre une chose, c'est qu'à Val-d'Or, c'est un grand brassage de gens d'un peu partout. C'est ça qui est un peu fascinant avec cette ville-là. Puis je suis très content d'en faire partie de ce brassage-là avec vous. Moi, c'est Paul-Antoine Martel. Je suis conseiller en relation avec les milieux pour la ville de Val-d'Or. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est à l'hôtel de ville. Ça ne fait pas nécessairement partie de mon travail de parler de l'histoire de la ville, mais j'aime beaucoup Val-d'Or et son histoire. Je m'y intéresse depuis une bonne vingtaine d'années. Ça a commencé avec un livre qui est celui-ci, Histoire de Val-d'Or, des origines en 1995-16. Moi, ça m'a beaucoup marqué lire ça. Ça a beaucoup aidé à développer mon sentiment d'appartenance envers Val-d'Or. Et depuis ce temps-là, je dévore beaucoup de choses sur l'histoire de la ville. Ça va des vieux journaux à des photos d'époque, en passant par des vieilles émissions, des vieux livres, des vieux articles. Puis j'accumule plein d'affaires. Suzanne peut témoigner. Je pense qu'elle a vu que j'ai des dossiers. J'ai plein de dossiers avec plein d'affaires dedans. Le plus grand défi, c'est de me calmer quand j'ouvre ça et de dire « OK, wow, tu ne peux pas tout montrer. Calme-toi, Paul-Antoine. » Fait que j'ai choisi de restreindre ça, de parler des tout débuts de Val-d'Or avec vous. Ah, il y a quelqu'un qui parle de la chasse aux rumeurs. En effet, j'ai fait la chasse aux rumeurs il y a de ça maintenant 6-7 ans. Ça commence à dater déjà. Bientôt, ça pourra peut-être faire l'objet d'une émission historique qui va se pencher sur la chasse aux rumeurs. Je fais partie du conseil d'administration de la Société d'histoire aussi avec M. Bordelot, qui est ici. Donc, c'est ça. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Je fais des visites guidées pour les jeunes de Val-d'Or, pour toutes sortes de groupes. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Une petite visite guidée, mais dans l'histoire de Val-d'Or, avec des petits documents d'archives que j'ai. Et si vous avez des questions, des interventions, n'hésitez pas. Si ça devient trop, à un moment donné, je ferai semblant de ne pas les voir parce qu'il va falloir continuer. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, des interventions, des souvenirs, des trucs que vous aimeriez partager. Quand j'ai dit à ma blonde que j'allais faire cette conférence-là, elle dit c'est quand même assez cocasse que tu fasses une conférence sur l'histoire de Val-d'Or à des gens qui en ont plus vécu que toi à Val-d'Or. Ben, j'ai dit ça peut être intéressant de se rappeler des souvenirs, mais aussi de les partager. Puis c'est ça. Moi, je pense que je vais sortir d'ici autant enrichi que vous. Fait qu'hésitez pas à participer, soit par la petite fenêtre de clavardage
pour écrire des trucs, des commentaires, ou vous avez si je vous pose des questions, n'hésitez pas à y répondre, ça va me faire plaisir qu'on puisse échanger. On est entre nous, on est sur Zoom, c'est samedi matin, on a du fun. Si vous avez du café, c'est encore mieux. Fait que voilà, on est prêt, on y va. Fait que je vais partager mon écran. Attention. Je vais partager mon écran, cette fenêtre-là. On va voir si ça fonctionne. C'est vraiment excitant. Fait que là, vous devez voir mon écran. Si je fais F5, la question, ça va être, voyez-vous toujours mon écran? Il faut juste que je starte la patente. Je suis habitué de me servir de mon... Fait que si je vois avec ça, diaporama. Fait que là, voyez-vous le diaporama comme du monde? Oui, excellent, excellent. Fait que Val-d'Or 102, c'est une vieille présentation que j'ai faite, mais c'est juste que je voulais remonter aux origines de Val-d'Or. Fait que là, souvent, on entend parler, Val-d'Or, est-ce que c'est une ville jeune? Puis là, tout le monde dit, ben oui, c'est jeune, ça a juste 85 ans, 86 ans maintenant. Fait que c'est tout jeune comparé à Québec, comparé à Istanbul, comparé à, c'est ça, à d'autres villes. Par contre, moi, je tiens à dire qu'on n'est pas si jeune que ça, même que Val-d'Or, c'est vieux. Fait que là, ça, là j'exagère un peu, évidemment, là, mais voyez, ça, c'est la Terre, une espèce de boule de feu et de lave. Et éventuellement, il y a des places où ça a commencé à sécher en premier, où ça s'est refroidi. Mais parmi ces plus vieilles roches-là qui ont été formées, qu'on connaît là, dans le monde, là, bien, il y a le bouclier canadien. Puis le bouclier canadien, c'est où c'est là qu'on est établi. Les plus vieilles roches seraient dans le nord du Québec et du Canada, mais les roches sous nos pieds sont parmi les plus vieilles de l'histoire de la Terre. Autre point qui me fait dire qu'on est quand même assez vieux, c'est qu'il y a des traces du monde ancien, entre autres la dernière glaciation. Fait que là, vous pouvez peut-être reconnaître le Groenland ici. Nous, on est là. Okay? Il fut un temps, il y a peut-être entre 100 000 et 10 000 ans, où il y avait 2 kilomètres de glace. Ceux qui chialent qu'il y a beaucoup de neige l'hiver, ayez une pensée pour la dernière glaciation, alors qu'il y avait 2000 mètres de glace par-dessus la région. Ce que ça a eu comme impact, entre autres, puis des glaciations comme ça, il y en a eu plein. Mais ce que ça a eu comme impact, entre autres, c'est qu'il n'y avait plus de vie là où on se trouve actuellement. Il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de plantes. Tout a été écrasé. Puis, en plus, ces glaces-là, en se retirant, vous voyez, des petites flèches, là, ça, c'est le mouvement de retrait des glaces, puis le mouvement d'écoulement des eaux. Bien, ça fait en sorte que ça a sculpté le paysage. Puis ça, c'était il y a quand même entre 10 et 30 000 ans à peu près, que ces eaux-là se sont retirées, qui ont toutes érodé les montagnes. C'est pour ça un peu aussi que c'est plate ici, contrairement à ce coin-là où il y a les montagnes rocheuses, hein, vous voyez. Donc ici, c'est pour ça que c'est quand même assez plate. C'est pour ça que c'est des sommets arrondis. C'est pour ça qu'il y a de l'argile qui s'est lentement déposée au fil des ans, voire des siècles. Donc, on a encore des traces de ça. Donc, ça veut dire que c'est vieux ici. Autre raison pour laquelle on peut dire que c'est vieux, Val-d'Or, c'est, vous voyez ici, ça c'est à l'époque justement de la dernière glaciation. Ce qui est en jaune, c'est comment c'est actuellement. Okay? Donc, c'est la Russie puis l'Alaska. Okay? Vous voyez que c'est quand même pas loin entre les deux. Mais là, la différence, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de glace, la glace s'est formée d'eau. Au lieu que l'eau soit dans les océans, l'eau était en glace sur la Terre. Donc, 2 kilomètres, c'est comme si on prenait un bout de l'océan et qu'on le mettait sur la Terre. Ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup moins profond d'eau et ça permettait de relier, ils appelaient ça la Béringie. Donc, c'était entièrement relié entre la Russie, la Sibérie, puis le nord de l'Amérique. Donc, éventuellement, il y a pu y avoir des gens qui ont traversé par ici. Et non seulement ça, si je retourne à l'autre carte, il y a des gens qui auraient traversé aussi des îles du Pacifique jusqu'au sud de l'Amérique. Donc, le peuplement de ce nouveau continent-là s'est fait il y a plusieurs années. On le voit ici, là, comment ça a pu voyager. Donc, à un moment donné, quand la glace a été moins épaisse, les gens ont pu suivre des troupeaux, suivre du bétail, puis suivre l'apparition de nouvelles végétations, puis éventuellement se retrouver au centre de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, au Mexique. Mais au fur et à mesure que la glace se retirait plus au nord, venir peupler ce territoire-là qui reprenait vie après un hiver long d'à peu près 90 000 ans. C'est ça que ça a donné. Puis il y a du monde ici, ça c'est important de se rappeler, là, la carte, elle ne sort pas très bien. Ça, c'est une carte faite par Champlain.
voit un petit peu là, la vie du son Bay James. Il n'était pas très bon pour faire ses cartes, Champlain. Non, c'est une blague pour un gars qui fait juste se promener, guidé par les ancêtres des Algonquiens, des Cris et des Hurons. Il a quand même fait une pas pire job. Mais tout ça pour dire qu'il y a des gens ici, mesdames et messieurs, depuis avant la construction des pyramides d'Égypte. Fait qu'on trouve, l'Égypte, ça fait longtemps. Puis, ben, ici, il y avait du monde avant que ces pyramides-là soient construites. Fait que, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ils ont été ici sans interruption. Puis, les Allochtones sont arrivés, les Blancs, les prospecteurs, ceux qui ont créé des villages, des moulins à scie. Ils n'ont pas inventé l'Abitibi, puis le Témiscamingue, puis la région. Il y avait déjà du monde ici qui connaissait la place, qui connaissait les lacs, qui connaissait les rivières, qui savait se déplacer, qui connaissait les saisons, qui connaissait les plantes qu'il y avait ici, puis qui ont développé une langue en fonction du territoire qu'il y avait ici. Fait que ça, c'est des trucs qu'on oublie un petit peu. Il reste que, bon, on le voit ici, là, ça c'est la carte du Québec avec les nations, tout ce qui est pas mal au nord, puis qui est dans ce bassin hydrographique-là, qui s'en va vers la baie James, puis vers le haut, le bas, en fait, du fleuve Saint-Laurent. C'était des Algonquiens, c'est des langues qui se ressemblent beaucoup, donc des familles linguistiques et culturelles qui se ressemblent. Donc, ils n'étaient pas des millions, mais ils occupaient le territoire, ils occupaient les rivières, ils étaient partout. Ils étaient partout. Ils connaissaient ce qu'on appelle le Québec aujourd'hui comme le fond de leur poche. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on oublie à l'occasion, en fait, qu'on oublie pas mal tout le temps et dont il faut se souvenir. C'est intéressant de s'en rappeler. Puis ça ne nous enlève rien de se souvenir de ça, de s'en rappeler puis de le reconnaître. Juste montrer, éventuellement, nous, notre colonisation s'est faite à partir des années 1910. Puis ça, c'est vrai que c'est pas vieux. Moi, mon grand-père Martel, qui est décédé maintenant, il y a une vingtaine d'années maintenant, mais il est né en 1914. Fait que l'Abitibi, c'était pas grand-chose en 1914. C'est l'année de fondation, il est né en 15, mais c'est l'année de fondation d'Amos. Fait que je veux dire, c'est vrai que c'est pas très vieux, l'Abitibi, j'allais dire urbaine, l'Abitibi colonisée, organisée. Ça, il faut l'avouer, c'est pas très vieux. Je vais vous montrer il y a deux cartes, moi, que j'ai qui me fascinent. Moi, je suis de même, j'aime les vieilles cartes. Ça, c'est une carte qui date d'à peu près 1910. Là. Quand on regarde ça, ce qui est intéressant, c'est regarder ici à quel point, au nord, là, ces comtés-là, ils ont tous été subdivisés en rangs puis en lots, alors qu'en dessous, ici, tout ce qui est versant, moi, je trouve ça toujours le fun, ils appelaient ça versant à l'époque, on devrait ramener ça. Malartic, Senneville, eux autres, ils n'étaient pas divisés en lots. Ils n'étaient pas encore développés. Fait que ceux-là, là, ils ont été développés le long du chemin de fer. C'est à cause de cette ligne-là que ça a été développé. Hein? Fait que le chemin de fer a permis d'ouvrir le territoire ici parce que avant 1898, l'Abitibi, en fait, ce qui est au nord de la ligne de partage des eaux, ça n'appartenait même pas au Québec. C'était la terre de Rupert. C'était un peu les territoires du Nord-Ouest, les anciens territoires de la Compagnie de la Baie-du-Son. Fait que là où on se trouve en ce moment, avant 1898, ça ne faisait même pas partie du Québec. Quand ça a fini par être cédé au gouvernement du Québec, éventuellement, le premier ministre Laurier a lancé l'idée de faire, lui et ses conseillers, c'était le Parti libéral qui était au pouvoir, mais de faire une grande ligne de chemin de fer, une autre. Il y en avait une première qui était plus au sud, collée sur la frontière des États-Unis, comme si on était frileux et qu'on avait besoin de se réchauffer le long de notre voisin américain. Lui, il a suggéré d'en faire une plus haute pour ouvrir un nouveau front de colonisation, pour être capable de se rendre sur le territoire. Donc, cette ligne-là, c'est la ligne qui passe, entre autres, par Sainte-Terre, puis qui va passer jusqu'à La Reine, ici en région. Mais qui, quand on traversait des rivières dans le canton Courville, puis ça a été, c'est un Courville qui a Bellecour dans le canton Sainte-Terre, sinon à Barrault, évidemment, Landrienne, Figuerie, il y a Amos qui a été développé, puis on continue comme ça. Les grandes rivières qui étaient franchies dans les cantons, on établissait une petite gare, un petit arrêt, on subdivisait le terrain, il y avait des gens qui venaient habiter là. Puis ça a donné l'Abitibi agricole dans les années 10, 20, puis dans les années 30, il y a eu une autre poussée de colonisation suite à la crise économique. On ne savait pas quoi faire avec les chômeurs dans les villes.
on a envoyé encore une fois. Fait qu'il y a d'autres paroisses qui se sont développées. Ça va être le cas, entre autres, de Vassan, de Valsenville, puis de d'autres un peu plus au sud de cette première ligne-là, puis un petit peu plus au nord aussi. La Morandière, Rochebeaucourt, puis Castagnier, etc. Fait que ça, j'aime beaucoup cette carte-là, mais là, en cette date, on ne voit pas bien la qualité de la carte. Ça ici, mesdames et messieurs, Gabriel Commanda, personnage, puis on ne sait pas énormément de choses sur lui. Il y a des choses qu'on sait sur lui qui relèvent un petit peu de la légende, puis une légende qui a été nourrie par l'écrivain Feu Jean Ferguson. Mais on sait quand même quelques trucs, entre autres que c'est lui qui guidait le prospecteur qui a découvert la mine Lamaque. Juste ça, puis il connaissait le territoire, là. Gabriel Commanda, il habitait ici, ça c'est en 1923 qu'il a fait cette découverte-là, il habitait ici un petit peu avant ça, pas loin de la rivière Bourlamaque. Il y avait un camp, puis il y a eu un camp aussi dans le coin de la source Gabriel. Puis lui, il y avait un sentier qui s'était fait, qui partait de la source Gabriel, qui se rendait jusqu'au camp minier de Bourlamaque. Fait que cette trail-là a fini par être emprunté par d'autres prospecteurs, par d'autres aventuriers, par quelqu'un qui avait un salon de papier, par quelqu'un qui a ouvert un magasin éventuellement le long de ce trail-là. Puis ça a fini par donner la 3e avenue. Mais Gabriel Commanda, je pense qu'il est parti avant même que Val-d'Or soit incorporé comme municipalité de village. Donc, il a été ici dans les tout débuts. Il a aidé à créer ce petit lieu-là, ce camp minier. Puis à un moment donné, il a trouvé qu'il y avait trop de monde, puis il est allé dans le coin de Chibougamau. C'est pour ça que c'est comme un ancêtre ou un grand-père de Val-d'Or, mais on ne peut pas dire que c'est lui qui a élevé Val-d'Or, cet enfant turbulent. Lui était parti. Mais il y a un symbole fort, que ce soit un Anishinaabe. Lui est originaire de ce qu'il appelait Rivière-Désert à l'époque, mais de Maniwaki, Kitigan-Zibi. Puis, mais il y a un symbole fort, que ce soit quelqu'un, un Anishinaabe qui connaît le territoire, qui est guidé des Blancs, si on veut, ou des colonisateurs ici. Il semble que ça se vivait en harmonie à l'époque. Dans le bois, il n'y avait pas de place pour la discrimination, pour le rejet. Est-ce qu'il y a eu toute la reconnaissance qu'il mérite? Est-ce qu'il y a eu toute la rétribution et le salaire qu'il méritait? Je ne sais pas. Mais il reste que ça fait partie de notre mythologie valdorienne, ce personnage-là de Gabriel Commanda, qu'on a appelé Commanda. Il y a eu je pense que les gens l'appelaient Commandant. Dans sa famille, il se dénomme Commanda. Peut-être qu'il rit de ça, lui, au loin, mais désormais, on utilise l'appellation Commanda. Je vais passer ça ici. Ah, une photo vue des airs de Val-d'Or. Ça vous montre que Val-d'Or, moi j'appelle ça comme dans Lucky Luke, la bande dessinée. C'est une grande rue en boîte avec des saloons, puis quelques petits trucs en arrière. Là. Mais ce n'est pas pour rien que la 3e, c'est notre rue principale. C'est pas dur, c'est la première rue. C'est la rue autour, c'est la colonne vertébrale de Val-d'Or. C'est est-ouest, puis c'est un peu croche aussi. Ça, c'est quelque chose qui me fait rire personnellement. C'est entre autres parce que la 3e, sur son tracé, passait sur des concessions minières différentes. Puis, dans le fond, les promoteurs, jusqu'à 8e rue vers l'est, c'était un promoteur minier X, puis la 8e rue vers l'ouest, c'était un autre promoteur minier qui, eux autres, vendaient les droits de surface, si on veut, sur leurs concessions minières, puis qui n'ont pas tant exploité d'or, finalement. Fait que c'est un peu pour ça que Val-d'Or, des fois, c'est un peu tout croche, puis qu'il y a des rues en diagonale, puis qu'il y a des rues qui débouchent nulle part. Puis c'est ça, parce qu'au début, ça s'est développé quand même assez. Chers amis, Val-d'Or, en 1933, c'est à peu près 200 personnes qui circulent, qui passent, qui font des découvertes d'or. On savait qu'il y avait de l'or ici parce que, vous voyez, là, si vous voyez ma souris, là, ici au nord, là, il y a le lac de Montigny, il y a l'île Cisco. Donc, les premières découvertes d'or sur le bord du lac, c'est en 1911. Fait que, c'est pour ça qu'on met 1935, mais à partir de 1911, là, il y a bien des gens qui ont idée qui vont aller développer des mines, qui vont développer un camp minier. Le projet est là. Le seul problème, c'est quoi? Le train n'est même pas fini. Comment on peut espérer ouvrir une mine, amener des matériaux, amener des outils, puis installer des hommes et leurs familles? Je dis des hommes haïtiens parce que c'était des hommes qui travaillaient là. Comment on peut espérer faire ça s'il n'y a même pas de voie ferrée? S'il n'y a même pas il n'y a pas de façon d'amener des matériaux? Donc, ça restait un rêve, ça restait un projet. C'est comme s'il y avait beaucoup de gens sur une ligne de départ
qui était prêt, puis qui attendait juste le coup de feu pour lancer les hostilités ou lancer cette course-là vers l'or. Mais il y a eu des découvertes au cours de l'été 1911, un peu partout autour du lac de Montigny. Éventuellement, en 1915, il y a un gisement qui a été découvert sur l'île Cisco, qu'on voit tout en haut ici. Les droits, le claim a été vendu à un immigrant polonais qui est revenu tous les étés prospecter avec sa femme puis des amis immigrants polonais. Lui travaillait en Ontario, mais il venait ici prospecter son claim pour finalement trouver assez d'indices pour intéresser des investisseurs et ouvrir une mine en 1929. Encore une fois, on n'est pas en 1935. Là. On dit que Val-d'Or s'est fondé en 1935, mais en 1929, il y avait une mine avec un village, avec des institutions au nord, sur l'île Cisco. C'est presque ça la naissance de Val-d'Or sur le territoire là, urbanisé ou organisé. C'est la mine Cisco. Puis éventuellement, en 1934, on ouvre deux mines d'importance, soit la mine Sullivan au nord et finalement la mine Lamaque. Donc, Bourg-Lamaque est fondée en 1934, puis Val-d'Or éventuellement en 1935. Donc, on utilise 1935, on pourrait utiliser 34, on pourrait utiliser 29, on pourrait utiliser 1911, on pourrait utiliser il y a des milliers d'années, mais ça nous prend une date repère. Le 50e a été célébré en 1985. On a fêté le 75e en 2010. Donc, on semble s'aligner pour garder 1935 comme date fondatrice de Val-d'Or, qui a fini par avaler Louvicourt, oui. Il a fini par avaler un territoire qui va de Louvicourt jusqu'à Bassan, Valsenville, Dubuisson, Sullivan, évidemment. Mais c'est plus complexe que ça, l'origine de Val-d'Or. Mesdames et messieurs, je me propose de vous montrer maintenant des images des tout débuts de Val-d'Or. Ça date de 1934 à 1937 et c'est tiré d'un film que vous avez peut-être déjà vu, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle « En pays neuf ». Alors, je vous montre ça à l'instant, c'est juste ici. Et je vais déplacer ma fenêtre, ça ne sera pas long. Vous direz, est-ce que vous voyez Val-d'Or, la future ville de l'Abitibi? Non. Je te conseille peut-être de fermer le partage puis de le rallumer. Merci. Là, est-ce que vous le voyez? Oui? Oui. Parfait. Voilà. C'est parti, je pense. Ouais. Donc là, je vais peut-être même ralentir la vitesse. Donne-moi un petit peu de temps. Parce que des fois, ça va vite. Fait que l'abbé Proulx, lui, c'était un curé colonisateur. En fait, il travaillait pour le collège de l'Apocatière. Puis lui, il accompagnait des groupes de colons qui se rendaient fonder des paroisses un peu partout. Puis il l'a fait à Roquemaure, mais il a fait un petit crochet pour venir filmer ici, à Val-d'Or. Donc, ça nous donne des images en mouvement des tout débuts de notre ville. C'est quand même assez riche comme témoignage. Vous allez voir, ça, c'est en 1934. Puis il est revenu filmer en 1937 aussi. Fait que si je ne me trompe pas, ça ici, ça ressemble des fois à l'hôtel Val-d'Or, mais il ne serait pas là. Fait que je ne sais pas. Il a l'air de faire ce plan-là à partir de l'église qui était sur le top d'une côte, hein, l'église Saint-Sauveur. Donc, à ce bout-là de la 3e avenue, là où se trouve le Christ tendant les bras aujourd'hui. On voit la 3e avenue devant nous. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est la boîte. Moi, en tout cas, c'est ça que je remarque beaucoup. Est-ce que je peux changer la qualité? Non. On voit ici son long plan. Je change un petit peu la vitesse, on va accélérer un tout petit peu. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même de l'électricité. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, moi, quand je l'ai appris, surtout quand on regarde, ça, c'était le presbytère de l'église Saint-Sauveur-les-Mines à l'époque. On va voir l'église elle-même ici.
Donc, ça, c'est en 1937, c'est sûr, parce que l'église a été construite en 1937. Puis ça, regardez, l'été prochain, j'ai le goût de faire pause, l'été prochain, la ville va refaire, on a déjà commencé à refaire le centre-ville, vous avez remarqué, hein, en ce moment, c'est entre la 8e puis la 9e rue, donc entre l'église Saint-Sauveur et c'est ça, la 8e rue, devant la Banque Royale. Bien, là, on va faire l'autre segment. Bien, l'autre segment, là, ce sont ces tuyaux-là qui se trouvent sous la terre. OK? Fait qu'on parle de tuyaux qui sont bien souvent en bois, puis qui ont été installés vers 1937, qui ont été patchés au fil du temps, mais c'est ça qu'on s'apprête à remplacer. Et là, l'abbé Proulx disait, on voit Cinéma Palace, c'est justement le Mike's, je dis le Mike, le Mia Pasta, qui est ici. Hein? Donc, c'est l'angle de la 8e rue. Vous voyez? L'abbé Proulx qui disait, au rythme où vont les choses, peut-être devrait-on songer à construire tout de suite le métro. C'est vrai que ça aurait été fait. On aurait un métro aujourd'hui. Mais regardez les gens travailler. Ça, c'est un aperçu parmi tant d'autres, que notre ville s'est construite instantanément, mais sans grande machinerie, sans grue, avec de la force de bras, si on veut. Ça, ce qu'on voit ici, c'est devenu éventuellement la taverne Frenchy. Pour vous situer, là, Kane Lamar vient de construire une nouvelle bâtisse là-dessus. C'était les bureaux de Gio Germain. Ça a été le premier bureau de poste. Puis éventuellement, c'est devenu la taverne Frenchy, qui a fini par passer au feu, par être rasé. Puis là, il y avait la murale avec Gabriel Commanda, justement, sur le mur ici. Eh bien, c'est cette bâtisse-là. Fait qu'on se trouve entre la 7e et la 6e rue, vue vers le sud. On allait construire justement la bâtisse qui est à côté. Et regardez la bouette. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. Des petits kiosques comme ça. Faites attention, la voiture va disparaître dans le trou d'eau. Non, c'est une blague. C'est pas si pire que ça quand même. Les voitures arrivaient par train. Hein? Il n'y avait pas de route encore qui avait été créée à ce moment-là. L'hôtel Val-d'Or, le manoir, qui est en train d'être rénové. Regardez de quoi ça va l'air, c'était beau. Mais ça reste une belle bâtisse, le manoir Val-d'Or. Si vous voulez mon avis, vous voyez le Cinéma Palace, qui a fini par brûler, évidemment, puis qui a été reconstruit. Quai Joseph, la mercerie. Là, c'est dans les années 30, mais il y a quand même des commerces, il y a quand même moyen d'acheter des trucs. Val-d'Or est passé, j'allais le dire tantôt, d'une bourgade d'un camp minier de 200 personnes jusqu'à une ville de 7000 personnes, et ce, en 4 ans. Fait qu'imaginez, en 4 ans, il y a 5 à 7000 personnes, là, on ne s'entend pas sur les chiffres, là, mais même si c'est juste 5000, 5000 personnes en 4 ans qui viennent s'établir dans Bouette au milieu de nulle part. Oh! Fait que c'est ça, c'est démesuré. Ça fait qu'il fallait construire à toute vitesse, jour et nuit, avec des matériaux qui arrivaient, je disais, par train jusqu'à Amos, puis qui descendaient ici par bateau ensuite, qui pouvaient arrêter à Sullivan ou encore au lac Blouin, puis c'était transporté jusqu'au centre-ville. Donc, éventuellement, des grues comme ça qui ont permis d'accélérer un peu le travail. Mais Val-d'Or a comme jamais été un village, on dirait. Tu sais, déjà en 1937, c'était plus gros que Malartic aujourd'hui, là. En 4 ans. En 2 ans d'existence réelle, mais en 4 ans d'occupation plus soutenue. Donc, on est une ville, on est urbain. C'est dans notre caractère. Val-d'Or, c'est une ville depuis toujours. On reconnaît la mine Lamaque ici, quand même. Et Bourg-Lamaque, la Coquette. Alors, Bourg-Lamaque qui a été, dès le début, très clean. Et ce qui est particulier avec ces maisons-là, c'est que c'est ça, on a l'impression que c'est comme une pourvoirie, hein? Toutes ces petites maisons rustiques avec des billes de bois rond. Mais il y avait l'eau courante et l'électricité, ce qui est déjà plus que bien des quartiers montréalais à la même époque. Donc, c'était plus civilisé, si on veut, que la grande ville, que le sud du Québec. C'était ultra moderne. Si c'était en bois rond, c'est parce que c'était les matériaux qu'il y avait sur place qu'on a utilisés. Regardez le Cinéma Capitole, magnifique, avec son affiche qui n'a pas changé. C'est une richesse patrimoniale. Ça ici, aujourd'hui, savez-vous ce que c'est? S'il y en a qui le savent? Si vous voulez répondre, il faut que vous enleviez faut que vous activiez votre micro. Oui, Yvette doit savoir ça, de toute façon. Yvette? Ouais, c'est pas l'hôpital, par hasard? Je sais pas. C'est pas l'hôpital? L'hôpital ou l'école? Non, c'est l'école Saint-Sauveur. Et t'es pas loin. T'es pas loin. C'est l'école. Ça, c'est Saint-Joseph. Saint-Joseph. Ah, l'école Saint-Joseph.
Vous n'êtes pas loin Oui. non plus. C'est Pas loin. l'autre à côté. Aujourd'hui, c'est le Centre de musique et de danse, Ah, ben non. Ben là. qui était l'école anglophone. Puis après ça, ils en ont construit une pareille oui, juste à Saint-Joseph. côté. Ils ont construit une pareille juste à côté, qui était l'école Saint-Joseph. Mais ils étaient Saint-Joseph. identiques, les deux écoles. Puis, quand ils pensent, là, ça, c'est l'entrée tu sais, quand on allait au Centre de musique et de danse, il y avait cette entrée-là sur le côté. Bien, c'est encore là. C'est juste qu'ils ont construit derrière le complexe culturel, le Gare d'Avignon. Mais ça, c'était l'école anglophone de Bourg-la-Marque. Ah, mais il y avait pas. Après ça, ça a été la commission scolaire de la MAC, qui était le bureau, était là-dedans. OK. Moi, je me souviens que pendant les Jeux du Québec, c'est là qu'hébergeaient les officiels. Je me souviens de ça parce que mon père a été bénévole, puis on était allé vider les lieux, puis il y avait des petits frigidaires avec du lait au chocolat dedans. Et l'enfant de 10 ans que j'étais qui s'est fait dire « Hey, vous pouvez en prendre tant que vous voulez ». C'est là que j'ai développé un grand amour pour le lait au chocolat. Donc, voilà, c'est le souvenir que ça me rappelle. Ouais. Les voies de la mémoire sont impénétrables. Ça, c'est l'hôtel Bourg-la-Marque, si je me souviens bien, qui était au coin de Allard et de Perrault. Oui, il y a des appartements maintenant là-dedans. Oui, tout à fait. Ça, c'était dessus. Je me souviens plus c'était quelle mine, celle-là. Je me souviens plus c'était laquelle. Vous allez voir, ça va changer. Voilà. Celle-là, ces images-là sont moins intéressantes. C'est un voyageur de commerce qui prenait. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, je pense. Oui, c'est ça. C'est un voyageur de commerce qui se promenait, il y avait une petite caméra, puis il filmait les propriétaires de commerce où il allait porter du thé Salada. Fait que ça, c'est des propriétaires de commerce. Vous voyez, le thé Salada, c'est son enseigne qu'on voit ici. Je vais juste montrer, attendez un peu. Je n'ai pas tout le temps des preuves que ça Val d'Or, par contre, pour celle-là, mais vous allez voir, je pense de quelques secondes, ça permet de voir un peu comment ça se passait dans le commerce. J'aime ça. Ça, c'est tiré d'un film de l'ONF, c'est la Galerie du Livre qui est là maintenant. Fait que, est-ce qu'on m'a dit, ou c'est la pharmacie? Je ne me souviens plus. Si on regarde, là, il y en a peut-être qui pourraient m'éclairer là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'est la Galerie du Livre. Ça, c'est André Gould. C'est ça? Je vois-tu bien? Fait que, c'est ça ou la pharmacie, c'est Guy Prévost? Je ne sais plus. C'est dur à dire, c'est dans les années 40, 50. C'est tiré d'un film de l'ONF qui raconte, ça c'est possible de le voir sur le site web de l'ONF, qui raconte l'arrivée d'immigrants russes ou polonais qui viennent s'établir à Val-d'Or. Fait que ça présente Val-d'Or, mais ça présente aussi le côté un peu multiculturel. Là, on voit qu'ils s'en vont au commerce, comme ça, c'est le soir, ils regardent, quelqu'un vient leur ouvrir la porte, c'est fort gentil. Et qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Ils s'en vont s'acheter des objets? Non, peut-être pas. Salada, justement. Et là, ils s'en vont dans l'arrière-boutique. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, est-ce qu'on veut voir? Un commerce clandestin. Non, je pense que c'était un club de cartes. Ils jouaient aux cartes à l'époque, mais je l'ai coupé parce que moi, je voulais surtout montrer des images urbaines. Ça, c'est une vidéo que j'avais fait préparer avec Éric Saint-Laurent de Télé-Québec pour le Festival de cinéma des gens d'ici à l'époque qu'on faisait. Je faisais une soirée historique, puis on présentait toutes sortes d'images d'archives. Puis là, on voit les deux madames qui vont nous tirer de la neige. Voilà. Café Union. Ça, je ne sais pas c'était où. Les manteaux en fourrure, l'école. Là, il y en a pour 15 minutes, puis je suis à 3/4 de la vitesse. Fait que ça pourrait être long. Je ne veux pas manquer de temps. Je vais juste vous montrer. On voit que les gens à l'époque n'étaient pas habitués de se faire filmer. Et surtout, ils ne pouvaient pas voir immédiatement de quoi il y avait l'air. Cette caméra-là aurait fait devenir fous les enfants d'aujourd'hui qui veulent toujours regarder immédiatement de quoi ils ont l'air dans l'appareil. Ça ne serait pas possible.
On voit d'autres images ici, regardez bien. Caisse populaire, la Val-d'Orienne. Ça, c'est là où se trouve la caisse populaire actuelle. Excusez, la caisse des Jardins. Moi, j'appelle ça la caisse populaire encore, parce que j'essaie d'y croire que c'est encore une caisse populaire. Oh non, c'est plus la caisse populaire. Je suis naïf, en fait, c'est pour ça. Je suis naïf. Là, tu as le monsieur qui sort. On va accélérer un tout petit peu. Il sort, il ramasse une cochonnerie qui traîne. Le monsieur est propre, pitch ça sur le côté. Il jase avec l'autre monsieur. Là, je vais vous montrer. Regardez bien ici, ce ne sera pas long. Oh, sidecar. Celles-là sont plus floues un peu. Ça semble être le pont. Je ne sais pas si c'est à Val-d'Or, peut-être à Amos. C'est dur à dire. Construction de Mines and Merchant Supply Co. Là où il y a Phenomax, chose comme ça. Là. Ça, c'est la construction de l'hôpital. Regardez comment c'est magnifique, ça. C'est magnifique. On avait utilisé ça dans le générique de Chasse aux rumeurs. Ça, c'est vue du clocher de l'ancienne église Saint-Sauveur, l'église Saint-Sauveur-les-Mines. Ça, c'est tiré d'un reportage de Radio-Québec à l'époque. Ces images-là. Là, on se rapproche un peu de quelque chose de plus récent. Vous allez voir, il y a le 10e anniversaire de la ville en 1947. Ça, c'est mélangeant aussi, là, parce que Val-d'Or est devenue une ville en 1947. La gare. C'était une bonne idée de faire passer le train par Val-d'Or, moi, je trouve. Je trouve que c'est un beau moyen de transport. Regardez ça. Regardez ça, c'est pas beau, ça. Sullivan. Il a comme pas tant changé. Il y a encore cette bâtisse-là, le château d'eau. Ça, c'est des images couleurs qui ont l'air de dater, je dis fin des années 40, à peu près. Peut-être début 50, fin 40. Moi, ce sont les autos que j'aime. C'est beau, hein? Oui. Ici, ça a l'air d'être la mine Lamac, en bas, avec son chevalement qu'on connaît bien. On voit les grandes routes drettes. Pour Lamac, ici, l'hôtel Val-d'Or encore. L'époque des néons. C'était beau, Val-d'Or, la nuit. Ça, c'est probablement le Château-Louis, j'ai l'impression. Club Morocco. L'enseigne du Château-Louis, c'était quelque chose. C'était une belle enseigne en néon. Il aurait fallu la garder. Mais la mettre où, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça l'affaire avec ces patentes-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit que l'enseigne du Gourmet avait été conservée, puis à un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire avec, puis ils s'en sont débarrassés. Mais je trouvais que c'était patrimonial aussi, le petit monsieur rondouillet du Gourmet. Image du village minier. Fait que je complète. Écoutez, il faudrait que je rende ça disponible sur YouTube pour que les gens puissent le consulter. Parce qu'on pourrait, j'imagine, faire ça. Je vois qu'il reste 10 minutes, puis je voulais vous montrer d'autres images. Ah, il faut qu'on fasse cette run-là de la 3e avenue. Regardez ça, tout en couleur. Encore avec l'hôtel Val-d'Or ici, sur le côté. Là, je conviens que c'est très rapide et que la qualité n'est pas très bonne. C'est difficile de reconnaître les choses des fois. Là. On voit l'église Saint-Sauveur ici. Fait que ça veut dire que c'est avant 1960. Parce que cette église-là a été démolie en 1959, puis l'autre a été construite en 1960. Val-d'Or, vue des airs dans les années 70, je pense. Oui, ça, c'est des années 80. Je vais juste accélérer un peu parce qu'on a juste image de celle-là. C'est quand ils ont inauguré la statue. Voulez-vous une anecdote avec la statue? À un moment donné, on voit Montemuro ici. Quand la statue a été inaugurée, ils ont mis des plaques dessus pour honorer les commanditaires. C'est toutes les compagnies minières de l'époque. Puis il y avait une plaque pour la ville de Val-d'Or, qui était située à l'arrière de la statue. Puis à un moment donné, je faisais le tour, je regardais les plaques. Là, je parle, c'est à peu près en 2005. Fait que la statue a 20 ans. Puis je vois la plaque de la ville de Val-d'Or, c'est écrit Val-d'Or, mais le logo de la ville, il est à l'envers. Le V pointe vers le bas. Puis je ne sais pas pourquoi. C'est comme une erreur qu'il y a eu, mais personne ne s'en est rendu compte. J'en ai parlé au directeur gérant de la ville de l'époque, M. Fauché. Puis un soir, on sortait du restaurant avec des amis. Je dis « Hey, venez voir ça. » Puis la plaque avait été enlevée. J'étais assez déçu. Je trouve qu'il aurait dû la laisser. Ça aurait ajouté à la magie de Val-d'Or, mais non, il l'a enlevé. Hey, il y en a peut-être qui s'en souviennent, mais avant,
je vais avancer un petit peu. Voyons, la misère. Avant, l'avenue centrale passait ici, hein? Puis venait rejoindre la 3e avenue. Fait que quand je dis Val-d'Or, c'est rue tout croche, ça en fait partie. Mais c'est entre autres, comme je vous le disais tantôt, parce que la 8e rue qu'on voit là, ben, c'était la limite entre les deux concessions minières. Puis ils ne prenaient pas soin nécessairement de tout rabouter comme du monde. Fait que ça donne ça. Ça, c'est l'ancien bureau d'information. Non, c'est l'entrée de la ville avec la roue. C'était proche. Oui, c'est ça. On voit la charcuterie du Nord ici qui est encore là. Ça, c'est des images aériennes, mais je vais les passer parce qu'ils bougent beaucoup. Puis ça donne un petit peu mal au cœur. Je vais juste finir avec les dernières qui datent d'à peu près 84-85. Ça, on voit ici la magnifique école Fatima en briques jaunes. Je peux-tu vous avouer que ça m'a brisé le cœur personnellement quand ils ont enlevé la brique jaune, tellement que je suis allé en ramasser un morceau de ces briques-là que j'ai sur mon bureau. Fait que c'est ça. Je suis de même. Moi, je suis un ramasseux. Oui, ben, écoute, je pourrais le séparer en petits morceaux et t'en donner un bout. On voit l'ancienne enseigne du Château 80. Hey, l'avantage. C'était beau pareil, hein, ce bâtisse-là. Plus qu'un parking. C'est à Fatima, j'ai commencé ma carrière en 1961. À Fatima, oui. C'est une belle bâtisse, moi, je trouve. Ça, ça a l'air d'être la construction de ce qu'on appelle le prospecteur, l'ancienne aérogare de Val-d'Or, qui était faite par Monette Leclerc Saint-Denis. On va ralentir ça un petit peu. Il se passe à louer. Le nom de Cosy, ça, c'est en 84 à peu près, 85. Regardez, un beau char qui me calme. Ça se finit avec, ouais, c'est ça, le cinéma Marcel, qui a fermé ses portes en 85-86, qui est devenu le Mike's, si je me souviens bien. Puis, éventuellement, pour les dernières secondes, ça se finit avec un plan de l'école Fatima qui était si joli comme ça. Mais moi, Marcel, maintenant, c'est Pasta, c'est pas ça. C'est Mia Pasta. Mia Pasta. Puis, je vous ai promis de vous parler. Oui, j'avais promis de vous parler du festival de chasse. J'ai des images de la parade, puis c'est à ce temps-ci la chasse. Fait que je me permets de vous partager ça. Puis s'il y en a qui ont des souvenirs, qui ont le goût d'échanger, gênez-vous pas pour le faire. Où est mon truc? Ah, c'est parce qu'il est en plein écran. C'est ça? Ouais, ça sera pas long. Je me souviens de Mme Fortin, en tout cas. That's it. Je vais faire avec cette fenêtre-là. Tiens, avec mon... Festival mondial. Ici. Fait que vous voyez là? Voyez-vous le truc? Ah, il faudrait que je mette le son probablement. Attendez, je recommence rapidement puis je mets le son. Il faut que je coche la petite case. Crashing, share screen, share sound, optimize for video clip. Et je clique là-dessus, partager, et voilà. Je connais la bonne façon. Si ça va mal aujourd'hui, faut pas perdre la raison. La vie est belle après tout. Le bonheur est à mon pain. La 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 la, à ceux qui viennent d'un coup. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est le Festival de l'Orient. On est samedi, c'est la soirée de clôture, c'est la journée de clôture. C'est la plus belle journée du festival. Et puis, je suis maintenant situé en avant de la place d'Art. Et puis, j'ai charge de vous commenter le parade du Festival de l'Orient. Ça me fait bien plaisir d'ailleurs. Mon nom, c'est Michel Lafleur. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis situé en avant de la place d'Art parce que Denis Godbout, qui est un des propriétaires de la place d'Art, est notre caméraman aujourd'hui. Et puis, c'est pas mal le fun. Ici, je vois des avions du Club de l'aviation de Val-d'Or qui ont accepté de participer à notre parade, ainsi que Élie Voyageurs, dont nous voyons ici l'hélicoptère. Et puis ces gens-là, c'est des gens qui fonctionnent parce qu'ils croient au festival. Et puis cet hélicoptère-là donnait un cachet incroyable au festival. Et là-bas, vous voyez maintenant les policiers qui s'en viennent. Les policiers qui, d'ailleurs, ont fait un très bon travail. La ville de Val-d'Or a beaucoup participé à nos activités. Et vous savez aussi, pendant le festival, c'est-à-dire pendant la parade qui est en cours dans le moment, je vais essayer de vous décrire ce qui s'est passé au festival, et ça depuis le début. Et puis, quand je dis depuis le début, je parle de cet été parce que
c'est bel et bien cet été que le festival a commencé par le concours des reines, le concours des duchesses. Et là, ça a été le cachet du départ. Parce que tous les hôtels, au nombre de 10, ont participé au Festival de L'Orignal avec leurs duchesses, de façon à pouvoir leur faire vendre le plus de billets possible par des soirées spéciales. Et là, si tout le monde a participé à ça et qui a suivi les soirées, eh bien, n'oubliez pas que ça a été pas mal chaleureux et ça a été le plus grand des départs du festival. Et voyons aussi maintenant le camion de Coca-Cola, dont le directeur de Coca-Cola Val-d'Or est André Godette, qui est notre président du festival. Et puis ce gars-là, eh bien, réellement, s'il n'était pas là, eh bien, on n'aurait pas le festival qu'on a aujourd'hui. Il a travaillé très, très, très fort. Dans le moment, nous voyons un char allégorique rempli d'arbres. Et ça, c'est beaucoup de travail aussi pour être capable de présenter quelque chose de bien. Ça a l'air de la chasse. On voit ici des têtes d'orignal. On voit également des chasseurs là en haut, là-bas, là. Et puis les majorettes qui suivent en arrière. C'est d'ailleurs, je ne vois pas le commanditaire de ce char allégorique. J'espère que nous pourrons le voir un petit peu plus loin. Les majorettes, je pense qu'elles sont de Sanitaire ou de Barraud. Oui, de Barraud, c'est ça. Merci, madame, à côté de moi. Là. Vous êtes bien gentille. Et je suis situé présentement sur le camion de Jean-Claude Desjardins, métro Néon Seine. Et puis, il fait une ambiance. Et savez-vous un petit caribou, madame, s'il vous plaît? J'ai froid. Il fait froid ici. Oui, un petit caribou, je le prendrais. Oh, c'est le fun, c'est le festival. Il est rendu là, la pauvre vieille, elle regarde son mari, chérie. Tu te rappelles, notre soir de noces, 7 ans? Tu te rappelles aussi ce que tu faisais dans le coup? Mords-moi donc dans le coup, comme t'as fait la première fois. Ben, j'y jouais bien, mais dis, va me chercher mes dents. Eh oui! Eh bien, ici, on envoie un autre char allégorique qui s'en vient. Et je ne vois pas le commanditaire. De toute façon, vous voyez bien que le festival, c'est quelque chose de fort. Il fait froid, madame, un petit verre de caribou, c'est le festival. Eh oui! Ah, bien, justement, je vous avais l'intention de vous parler de quelques activités qu'on a eues. Je croyais avoir plus le temps un petit peu, mais plus ça va, plus le festival, plus la parade prend de l'allure. Au risque que vous soyez fâchés contre moi, arrêtez le partage. Fait que ça continue comme ça encore pour 15-20 minutes à peu près. Il y a des chars allégoriques qui sont formidables. Il y en a d'autres, c'est pas mal un char avec 2 bonhommes sous et une couple de branches de sapin. Mais il semble que les critères de sécurité de l'époque étaient un peu différents. Le Festival de l'Orignal, ça avait commencé dans les années 60. Hein. Au milieu des années 60, il y avait le Festival d'été de Val-d'Or-Bourg-la-Mac, quelque chose comme ça. Puis ceux qui étaient en charge de ça, ça ne fonctionnait pas beaucoup, puis ils ont décidé d'essayer de donner une autre twist. Puis c'est là que vers la fin des années 60, début 70, ils ont transformé ça en Festival de l'Orignal. Ça a connu une popularité qui allait en croissance jusqu'au début des années 80, où ça a commencé éventuellement à décliner un peu, jusqu'à ce que ça s'éteigne complètement autour de 1995-96. C'est là qu'il y a eu les derniers festivals de l'Orignal. Mais c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir tenir un événement comme celui-là pendant 25 ans. Parce que la culture autour de la chasse a changé aussi, puis les mœurs ont changé. C'est un événement où les gens avaient beaucoup de plaisir. Quand je me suis servi de ces images-là, qui sont dans le fond du 16 mm que j'ai fait numériser pour le Festival de cinéma des Gentils, ça c'est gardé à la Société d'histoire de Val-d'Or. Il y avait aussi des images des soirées, les soirées de couronnement de la reine, par exemple, du festival. Puis il y a 2 choses qui nous ont frappés. Premièrement, tout le monde s'embrassait sur la bouche. Il faut croire qu'il n'y avait pas de COVID à l'époque parce que, disons, hey, on a une gagnante. Puis là, la gagnante montait sur le stage, puis elle embrassait l'animateur sur la bouche. Ça nous a comme surpris. Semble-t-il que c'était de coutume à l'époque, mais ça ne se fait plus. Puis, quand on a posé des questions aux gens sur le Festival de l'Orignal, ils disaient on était pas mal qui n'allaient pas chasser. Fait qu'on était là pour la soirée des dames. Puis c'est ça, il y avait beaucoup de jeunes hommes qui allaient à la soirée des dames. Puis ça a l'air qu'il y avait beaucoup de succès lors de la soirée des dames. Fait que là, c'est comme une image de Val-d'Or qu'on n'avait pas, nous autres. On pensait que Val-d'Or était pur, que tout le monde était sage. J'ai déjà participé, Antoine. Hein? J'ai déjà participé à la soirée des dames. Puis c'était de la méditation, du tricot. Il y avait des bons tirages, j'avais des beaux prix à gagner. Les gens faisaient beaucoup la fête à Val-d'Or, je pense, à une certaine époque. C'est ça. C'est la fête.
Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de bars, il y avait beaucoup de. Fait que c'est un peu ça que ça nous montre, cette époque-là où même Richard Desjardins l'a déjà dit, tu sais, à Rouen, il y avait beaucoup d'orchestres, puis il dit quand on voulait faire la party, c'était à Val-d'Or qu'on allait. Et c'était à Val-d'Or que ça se passait. Le nightlife, c'était ici. Fait que je pense que quand ça a commencé à changer, ben, c'est là que le festival aussi a peut-être perdu de sa pertinence, puis que les gens ont été moins attachés. Mais chaque fois qu'on parle du festival de chasse, du festival de l'Orignal, le festival de chasse, c'est à la tuque, je dis. Mais chaque fois qu'on parle du festival de l'Orignal, les gens sont émus, les gens sont touchés. Quand on a fait un épisode de Chasse aux rumeurs là-dessus, le monde capotait. Fait que je pense que ça a marqué énormément les gens de Val-d'Or, et tellement que, sans vouloir faire de publicité pour qui que ce soit, puis vous en ferez ce que vous voulez, mais il y a un candidat hier aux élections, vous ferez vos recherches pour savoir qui, tiens, pas que je fasse de publicité à personne, je ne peux pas faire ça, je travaille pour la ville, mais il y a un candidat qui a dit « Moi, je m'engage à ramener le festival de l'Orignal ». Fait que voilà, ça montre même que, selon certains, on peut se faire du capital politique aujourd'hui, en 2022, presque, grâce au Festival de l'Orignal. Fait que je voulais faire ce petit clin d'œil-là à la chasse. Il y a mon amie Nathalie Fauché, qui est la présidente du conseil d'administration de la Société d'histoire, qui veut faire une petite exposition virtuelle sur la chasse ici à Val-d'Or au fil du temps. On a beaucoup de photos à la Société d'histoire. Puis, je vous le dis, la Société d'histoire est riche de ce que les gens y apportent. Et ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que vous pouvez apporter des photos, on peut toutes les numériser, par exemple, puis vous les remettre si vous voulez, ou on peut tout simplement garder ça. C'est mis dans un fonds. Il y a des fonds qui nous ont été remis dans les années 70, dans les années 80, 90, des trucs qui sont des trésors historiques. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez qui soient gardées parce que ça témoigne d'une époque, les photos des fois d'aujourd'hui, quand on a pris ces photos-là dans les années 80, 90, il y avait un sens, on était content parce qu'on voulait garder un petit souvenir. Et ces souvenirs-là, rendus à aujourd'hui, prennent une toute autre dimension. La photo banale de 1980, c'est un trésor d'aujourd'hui. Donc, s'il y a des choses que vous avez, vous aimeriez faire du ménage, par exemple, est-ce que ça peut servir? Contactez la Société d'histoire, ça vaut la peine. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a beaucoup de souvenirs des années 30, 40, 50, 60, 70, rendu à 80, on commence à en avoir moins, 90 encore moins. Puis là, ce qu'on a peur, c'est qu'avec les photos numériques, on n'ait pas de souvenirs des années 2000, 2010. C'est étonnant, mais c'est un peu ça. Donc, voilà, la Société d'histoire, comme je dis, est riche des souvenirs que vous allez y apporter. Donc, alors, oui, tu peux y aller. Les majorettes. C'est ça, il y a un message dans le chat pour le bénéfice de tous. Donc, il y a Francine qui mentionne qu'elle a fait partie des majorettes de Barraud qu'on voyait sur la vidéo, mais qu'elle n'était pas présente là, pour la parade. Écoute, moi, j'ai fait partie des cadets de l'air. Puis, on participait au Festival de l'Orignal. Là, je parle en 90, 11, 12, quelque chose comme ça. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on partait, la parade commençait au Carrefour du Nord-Ouest. Et nous, on marchait. On n'avait pas un char allégorique. On marchait du Carrefour du Nord-Ouest jusqu'à l'église Saint-Sauveur. Et quand la parade jamait à une lumière, ou parce que ça ralentissait, puis là, tout le convoi se resserrait, ben, il fallait qu'on marque le pas. Ça veut dire marcher sur place. Fait on faisait comme l'équivalent de 2 fois, je pense, le trajet entre l'église Saint-Sauveur et le centre d'achat. Puis ce qui est important de se souvenir, c'est que c'était toujours la première neige. C'est important. Fait que là, nous, il fallait qu'on spit nos bottes, qu'on les fasse briller. Mais là, on allait marcher dans la slush avec un uniforme de cadet de l'air qui était un petit col roulé en polyester, machin, qui n'était pas chaud, puis une vareuse qui était frette, puis on se gelait, on haïssait ça pour mourir, participer au Festival de l'Orignal. Je ne sais pas si ça nous a attiré des nouvelles recrues, mais c'était pas le fun. Mais au moins, je peux dire que j'ai participé à la parade. Alors, mesdames et messieurs, ça conclut cette visite des origines de Val-d'Or, mais aussi avec un petit crochet, une petite parenthèse autour du Festival de l'Orignal. Je finis ça juste en vous montrant, je ne sais pas si vous l'avez déjà. Si ce n'est pas le cas, je vous suggère, je ne saurais trop vous suggérer de vous procurer ce livre-là. À l'origine, en 2009, quand il a été lancé, juste à temps pour le 75e, ça se vendait un gros 40 $. Il est à 20 $ maintenant. Ça retrace l'histoire de Val-d'Or avec la plume élégante de ce cher Denis Chabot, mais par petits tableaux. Donc, ce n'est pas comme celui-là qu'on devrait rééditer, selon moi, là, mais qui est une avalanche de dates.
vraiment une énumération de noms et de dates, mais qui permet de s'y retrouver dans l'histoire de Val-d'Or. Ça, c'est vraiment pour la ressentir, l'histoire de Val-d'Or. Je ne saurais trop vous recommander de vous le procurer. Je pense qu'il y en a encore à la Galerie du Livre. Sinon, en communiquant avec la Société d'histoire et de généalogie, il nous en reste plusieurs caisses. Fait que n'hésitez pas à vous procurer ce livre-là. Puis, je vous le répète, si vous avez des souvenirs que vous pensez... En fait, je veux dire que vous pensez qu'ils peuvent être intéressants. Tout est intéressant, je vous le dis tout de suite, là. En tant que privilégié qui a pu fouiller dans les boîtes de la Société d'histoire, pas mal tout est intéressant. N'hésitez pas à communiquer avec la sympathique Geneviève Geneviève Rouleau-Lafrance, qui travaille à la Société d'histoire, pour lui faire part de ce que vous avez, puis elle pourra vous guider là-dedans. Fait que merci beaucoup d'avoir été aussi attentive ce matin. Ça a été un plaisir de m'adresser à vous. S'il y en a qui ont des questions ou des commentaires, je ne sais pas si on a Monsieur Nantin,